52 litres et 393 km. Pas mal. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces quelques instants de relatif silence, parce qu'il est temps de faire connaissance avec la patiente du jour. Je vais pouvoir aussi vous expliquer la situation. La chance une nouvelle fois de compter sur un des abonnés de la chaîne, Ilyes, qui m'a proposé cette 320 contre bon soin. Ça faisait déjà quelques années qu'elle était stationnée sur sa place attitrée quand un ou plusieurs trous du cul se sont dit qu'ils pouvaient se servir. Donc après être passé à travers la vitre conducteur, ils ont volé des pièces de l'intérieur, mais aussi des optiques et des composants du compartiment moteur. Enfin, on pourra détailler ça quand on aura les parties manquantes sous les yeux. D'ailleurs, Ilyes avait un petit message pour les personnes concernées. J'ai mis les lames de rasoir sur la tière du capot. La veille, je voulais partir les mettre, mais j'ai pas eu le temps. Bon, on va essayer de composer avec le temporisateur du souterrain, j'espère qu'on pourra vite en sortir. Et pour ça, finalement, le destin a bien fait les choses. Des pièces pour une 36 avec un M50, on en a, et il suffit de les prélever sur celles que j'ai dû acheter dans l'urgence pour revenir de la première tentative de sauvetage du ML500 que vous avez peut-être vu. Moi j'ai regardé, ça va, il y a... Les écrous en tout cas, ils sont pas dans les puits de bougie. Ouais, je redoutais qu'ils se soient pas contentés de voler des trucs, mais qu'ils aient aussi saboté la mécanique, par exemple en jetant des écrous, des bobines dans le puits de remplissage d'huile. Donc sous le capot, il nous manque les 6 bobines et la boîte à air qui comprenait aussi la vanne du réchauffeur du papillon, donc le circuit de refroidissement est ouvert. À l'ouverture du capot, j'ai aussi remarqué que la trappe du calculateur était ouverte, mais heureusement, ils ont, semble-t-il, pas réussi à le sortir de là. Maintenant qu'on a une batterie, je peux mettre le contact et voir ce qui se passe. Waouh. Le pare-brise, il a sûrement bien apprécié la blague. Bon, je l'ai pas filmé, mais j'ai déjà installé le combiné de l'autre 36. Enfin, il manque aussi toute la console centrale qu'ils ont enlevée en arrachant une partie du faisceau électrique au passage. Bon, en principe, là, elle devrait pouvoir démarrer. Mais pour ça, c'est mieux d'avoir de l'essence. Ah, non, j'en ai pas, mais on peut déjà regarder le niveau. Oh, il y en a un peu, ça va. Ouais, il doit avoir 5 à 10 litres. Ah putain, elle démarrera pas. J'entends pas la pompe. Bon, on va quand même essayer, on sait jamais. Bon bah, faut croire qu'elle est très très silencieuse, c'est bien. C'est moi qui t'en parle. J'ai zappé. Comme je l'ai dit plus tôt, le circuit est ouvert, donc je vais le boucher comme je peux. Maintenant qu'elle pisse plus son liquide par terre, je vais pouvoir tester la transmission. Elle recule, elle avance, je vais essayer de compléter le puzzle maintenant. Je vais la faire tout de suite, je pense. Comme si c'était la sienne en fait. Cette paire d'optiques là, je l'avais eu en plus de la première 320. Le destin, je vous dis. Comment ça attaquer Vous vous demandez peut-être pourquoi Ilyes a délaissé la voiture aussi longtemps. Concrètement, il s'était fait un peu avoir à l'achat et pendant son trajet inaugural, il avait eu des soucis de boîte. Apparemment, elle se mettait en défaut au bout d'un moment. Donc, on va surveiller ça de notre côté, si on a la possibilité de repartir avec. Évidemment, je suis venu avec ma boîte à air que je vais pouvoir installer. J'ai beaucoup de mal à dresser le profil des voleurs. Ils sont repartis avec certains trucs qui ont quasiment aucune valeur ou qu'ils ont cassé au démontage. Et à côté, ils ont laissé des pièces recherchées et faciles à démonter. Ils sont peut-être juste cons, en plus d'être malhonnêtes. Tant qu'on est là, je peux aussi compléter le liquide que j'ai bêtement perdu par terre. Tu peux faire la carte grise et tout, et je fais la mienne derrière, et la situation est débloquée. Et ouais, c'est bien de la sortir de là, mais il faut aussi régler la question administrative. Comme Ilyes n'avait pas eu l'occasion de faire les papiers à son nom, je vais payer pour les 2 cartes grises. Maintenant, je sais que le tarif picote un peu dans la région occitane. Comme on a réinstallé la plupart des pièces manquantes à l'extérieur, à l'exception d'une grille de calandre et des caches de rétroviseur, je retourne à l'intérieur pour essayer de faire en sorte qu'elle ressemble un peu moins à une voiture volée. J'ai réinstallé un ordinateur de bord et j'ai tenté d'encastrer un autoradio pour remplacer celui avec lequel ils sont repartis avant de tomber sur un truc rare. C'est encore mieux. Y'a pas besoin de mentir. Hop. Allez, ça.
Nickel. C'est la seule 36 au monde qui a encore ce truc-là. Et dernier truc que m'a indiqué notre donateur du jour, apparemment le faisceau de la sonde lambda traîne un peu par terre, donc je me suis fait un plaisir de partir ramper en dessous pour installer des rilsans. On peut maintenant partir en quête de la lumière du jour. Il va falloir que j'en achète un sacré paquet des ampoules là. Il n'y a pas grand chose qui marche. Bon, ici, il n'y a pas de problème. Quand on voit la 208 sur ses parpaings, on voit bien que la E36 fait couleur locale. Mais comme je compte la ramener chez moi un jour, va falloir se débarrasser de son attirail de voitures mi-abandonnées, mi-vandalisées. Donc j'ai dit au revoir à Elias, que je ne saurais que trop remercier pour sa donation, et... Allez, c'est parti, direction le lavage auto, si on arrive jusqu'à là-bas. Allez, drive. Il faudra peut-être que je mette un peu de liquide dans la pompe de DA. Il doit en manquer là. Donc là c'est ses premiers tours de roue depuis bien longtemps a priori. Ah, elle a déjà passé la seconde, c'est bien. Apparemment, au bout d'un moment, elle bloque en quatrième. Mais on a bien 15 minutes devant nous a priori. Heureusement qu'on est dans le sud. 7 degrés 5 là, donc bah, c'est nickel hein. J'ai presque trop chaud. J'ai nettoyé les vitres déjà, enfin les vitres qui restent. Je pense que c'est un progrès dans la recherche de la discrétion. Wow. Ouais, fisqué quand même. Je me suis toujours dit qu'une 36 en boîte auto c'était nul. Je vais peut-être découvrir que c'est fantastique finalement. Déjà si elle continue à passer ses rapports, elle sera montée dans mon estime. Est-ce qu'on peut avoir du chauffage là-dedans? En tout cas elle tourne pas trop mal par rapport à tout à l'heure où les premières minutes de fonctionnement étaient terribles. Donc j'espère qu'il y a un truc... si c'est que automatique ça va pas le faire quoi. Il manque quand même une vitre. Je peux déjà mettre du carburant à la limite tant qu'on est là. Bon point, le chauffage il marche très très bien. Ça va me permettre de survivre. Elle pue le liquide de refroidissement mais j'en ai mis un peu partout tout à l'heure. Allez, on arrive à la station de lavage, on a eu de la chance. Pas de police. Parce que là dans l'état où elle est pas discrète du tout. Et puis c'est une vieille BMW, une proie facile donc. On va juste faire attention à pas trop laver dedans quoi. Ouais c'est ça. Ah merde, j'ai coupé de 2 balles. Comme je suis venu en voiture, il a fallu trouver un second conducteur qui en plus a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui. Et vous l'avez déjà vu en plus, c'est Yann, qui est le précédent propriétaire de la Jaguar XJ40 que certains d'entre vous ont déjà vu sur la chaîne. C'est une BMW, mettez mamie au volant et elle fera elle aussi vrombir inutilement la mécanique. C'est comme ça. On va pouvoir faire une chaîne d'ASMR maintenant. Oui, mais on a que 2 € pour le faire. C'est l'ASMR tunisien. Non, non.
Ouais. Oh merde. Non. Non. Il reste du sale. Attends, j'ai une technique. Non. Mais c'est là que le truc est encore... Oh putain, c'est encore pire. Ouais, ça va, regarde. Ça va sécher, ça va. Ah, tous les morceaux de verre qui tombent à chaque fermeture de la porte. C'est un style. Ouais, je pense qu'elle attirera déjà beaucoup moins l'attention comme ça. À part le fait que je roule avec une vitre ouverte en plein hiver par 6 degrés, personne ne sera choqué. Comme on avait quelques kilomètres à faire pour rallier la prochaine destination, je me suis dit que je pourrais essayer de provoquer un peu la boîte auto. Marche bien. Avec de l'essence toute neuve. Par contre, les pneus, la vache, ils ont des sacrés plats. Et froid. 5 degrés. Malgré mes tentatives d'intimidation, la transmission n'a pas bronché. Faudra peut-être attendre le vrai trajet retour pour avoir droit à son passage en défaut. Quelle déception. On dirait que c'est une victoire. Arrivé à destination. Bon, au moins elle n'aura pas de contre-visite. Pour l'éclairage à l'avant, j'ai changé les ampoules HS. Et elles l'étaient quasiment toutes. Par contre, il y a un message qui reste lisible sur le capot. J'arrive pas trop à savoir ce qui peut bien être écrit là. Non, plus classique. Nick. Oui, Nick, voilà. Un grand classique. Le lendemain matin, j'ai un peu de temps pour un contrôle un peu plus poussé de la mécanique. Et justement, elle profite de cette occasion pour nous surprendre avec 5 cylindres uniquement. Ah, ça vient, pas très stable, il doit y avoir quelque chose qui lui plaît pas dans l'histoire. Il y a un injecteur qui bloque, je l'entends, il claque plus fort que les autres. On va le tapoter, je pense que ça devrait le libérer. Il a l'air d'aller. Performance, c'est d'arriver à verser le liquide là. C'est vraiment des gros cons. Faut peut-être être juste un peu plus franc. Ouais, j'en ai mis quand même pas mal à côté quoi. La tringlerie de commande des gaz est bien lubrifiée. Elle va marcher du feu de Dieu là. En fouillant dans l'OML, j'ai retrouvé le morceau de baguette de pare-choc qui manquait. Voilà une face avant qui est quasiment complète maintenant. Ensuite je me suis lancé dans un petit ménage de printemps. Sans panneau de porte, c'est vrai que le bac fait une super poubelle. Les bouteilles de bière vides, les capsules et les emballages de bouffe, tout y passe. Après, j'ai subtilisé un aspirateur pour retirer tous les morceaux de verre. J'ai pu d'ailleurs vérifier le principe encore non expliqué par la science de comment une vitre qui pèse 3 kg arrive à générer 11 800 grammes de morceaux de verre dispersés sur une distance équivalente à l'aller-retour Terre-Lune. Et puis j'ai lâchement abandonné la voiture ici pour repartir en ML500, le temps de trouver un prétexte pour revenir la chercher. Ce qui laissera le temps à Yann de passer un contrôle technique pour moi. Et le prétexte n'a pas mis longtemps à se manifester. Je me suis retrouvé en panne en Saab 9.5 à cet endroit précisément quelques semaines plus tard. Une sombre histoire de poulie de Villebrequin qui s'est dessertie pour aller défoncer la pompe à huile. Un moment glorieux, n'est-il pas? Immense merci à Laurent Dizy qui m'a sorti de la mouise ainsi qu'à Charles pour le transport jusqu'au garage du meilleur spécialiste Saab. Et voilà! Bingo! Il est presque par terre le Carter. Midi 4. Ah merde, ta pompe à huile. Ah c'est bizarre. Oh! Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pression d'huile. Ah bah oui, ça explique. Ah bah dis donc, ceci explique cela. Mais comment se fait? Ouais. Et hop, à la ferraille. Hop.
La Saab est donc de retour sur nos routes et je vais en profiter pour tenter de repartir en BMW. Comme on se retrouve, et comme vous pouvez le voir, grâce à Yann, on a eu droit à un lavage en bonne et due forme, donc il y a des choses qui ont disparu en termes de défauts. Par exemple, le message sur le capot n'est malheureusement plus visible. Et elle a aussi récupéré une vitre grâce à un des abonnés qui avait quelques pièces pour elle. Vous avez pu remarquer aussi l'apparition du haricot manquant. Je vais aller lire les défauts de l'OBD. On va voir ce qu'il en est du problème d'ABS notamment, ça pourrait être intéressant. Donc principalement 2 capteurs avant aux abonnés absents. Côté moteur, rien d'important. Et côté transmission, aucun défaut en mémoire. Donc après avoir vidangé le moteur, j'ai tenté le remontage des panneaux de porte qui sont un peu fatigués. Ça fera ça de place en plus dans le coffre. Et on a même retrouvé un semblant d'entourage de levier. Bon, faut pas trop regarder dans le détail, mais bon, ça fera le job pour un temps. Et avance rapide juste après avoir ramené la Saab par ici. Je suis enfin prêt pour le départ. Je repars beaucoup plus tard que prévu. Nous sommes dimanche soir. J'ai passé une journée et demie avec Laurent sur la Saab qui avait eu un problème sérieux. Il est 18h30 passé, je crois. 18h33. Donc on va rouler de nuit. Et il reste plus qu'à espérer qu'on n'ait pas de problème. Allons-y. J'ai un peu réglé les phares hier, mais c'est toujours pas top. Hein. sommes garés derrière sa jumelle quasiment. Ça a été conforme à la tradition de la chaîne, il s'est rien passé d'intéressant durant ce trajet. Peut-être que la suite, elle, nous réservera des surprises, très probablement, mais en attendant, je vais aller dormir. 400 km avalés sans le moindre problème et dans les règles, puisque le contrôle passé par Yann s'est soldé par une contre-visite, mais sans immobilisation pour défauts critiques. On va donc commencer par se débarrasser des défauts majeurs. Comme apparemment je pourrais estropier quelqu'un avec la porte passager, j'ai coupé le clou qu'il y avait, qui a été installé par un apprenti carrossier pour une raison obscure. C'était ce truc-là. Après, le contrôleur était visiblement pas content de l'état des triangles, je suppose. Tout ce que j'ai pu remarquer, c'était que c'était de l'ultra bas de gamme, mais rien d'abîmé, donc ça peut attendre. Pas d'éclairage de plaque, par contre, ça je m'en suis occupé avec les pièces qui traînaient.
Ah, et j'ai fini par régler les phares correctement. C'est dingue le nombre de pièces de transfix qui traînent par ici. Pour les caches des dos rétroviseurs, j'en avais aussi d'avance. Fabuleux. J'ai déjà pété de toute façon celui-là, donc j'ai pas vraiment de regrets. C'est quand même fantastique de se dire que les mecs qui ont volé ces pièces, ils les ont volées pour ne pas pouvoir les utiliser par la suite, vu qu'ils ont cassé toutes les fixations. Il faut démonter ça, sinon c'est pas le même gris, mais alors bon courage pour voir la différence entre la rétro et le reste. Sur l'autre, aucune vis ne bouge, et vu qu'il est en bon état, je vais pas le casser. On va faire différemment. On va se faire des petits accès. Voilà. Après, il a bien fallu s'attaquer aux défauts concernant l'ABS. Bon, j'ai rien filmé parce que le process de Diag est absolument infâme sur ce genre de problème. Pour rappel, j'ai un voyant ABS sur cette voiture qui était déjà allumé lorsque je l'ai récupéré. Je l'ai lu au Diag une première fois et elle m'a indiqué que j'avais 2 capteurs défaillants à l'avant. Je les ai donc prélevés sur l'autre, le 36. Les 2 défauts ont disparu, mais le voyant ne s'est pas éteint et pour cause. Il n'y a aucune vitesse de lu à partir des capteurs ABS, que ce soit devant ou derrière. J'ai donc interchangé les calculateurs également. Ouais, il y en a 2 là. C'est celui d'origine, c'est celui de l'autre. Peu importe, ça ne change absolument rien. J'ai enlevé donc l'alarme BM d'origine pour être sûr que ça n'interfère pas. Ça n'a rien changé. J'ai tout tracé, tout mesuré, tout est bon. On a bien une tension et une résistance cohérente qui arrive depuis les capteurs ABS et que j'ai mesuré depuis la broche des calculateurs, depuis le connecteur. J'ai également, en désespoir de cause, interchangé les unités ABS hydrauliques, parce qu'il y a un peu d'électronique dedans aussi. Ça n'a évidemment rien changé non plus. Donc là, on en arrive tout doucement au moment où je ne sais pas ce qui se passe. J'en sais foutrement rien. Et là, j'ai plus d'idées. J'ai changé aussi le capteur de la pédale, hein. Il faut que ça soit un truc tordu comme ça. C'est incroyable, tout est exactement pareil sur les 2 voitures, mais l'autre n'avait pas de problème d'ABS. Le problème c'est que l'autre, j'ai déjà vendu le moteur et que le faisceau moteur, il comprenait la prise Diag et ce qu'il fallait pour connecter tout l'ensemble, donc je ne peux plus diagnostiquer l'autre voiture. Donc, baiser. 2 jours de passer sur ça. Une putain d'ampoule pour un système ABS dont je me fous complètement. Donc pour pouvoir passer la contre-visite, j'ai fait quelque chose que je ne détaillerai pas en vidéo, mais que vous pourrez aisément comprendre. Donc en principe, il ne reste plus qu'à retrouver un frein de stationnement suffisamment efficace. Alors c'est pas compliqué, au moins, 1 ou 2 crans de frein à main, et puis on règle les mâchoires pour qu'elles commencent tout juste à toucher le tambour. La seule difficulté, c'est de trouver la molette de réglage à travers un des trous du disque. Ouais, autant vous dire que j'ai pas réussi à la filmer avec la caméra. On va quand même tester dans une pente. Pour une BMW, c'est vraiment exceptionnel que ça fonctionne aussi bien. Et voilà,
Donc bon, il n'y avait pas grand chose en définitive, mais je suis allé gentiment passer la contre-visite et le contrôleur, tout comme moi, n'a rien trouvé d'anormal dans l'assemblage des jambes de force ni des triangles, donc c'est bon pour 2 ans. Maintenant parlons un peu transmission. La boîte auto montée dans cette 320i est, contrairement à ce que je pensais au départ, une ZF5 HP18. Malgré son année de production, 92, elle a donc 5 rapports. C'est bien, mais malheureusement ça suffit pas à la mouvoir avec suffisamment de conviction à mon goût. Sur autoroute par exemple, il suffit d'une bonne montée pour se retrouver en 3ème à mouliner pas si loin de la zone rouge, et là elle arrive enfin à reprendre sa vitesse de croisière. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire le yo-yo entre 5ème et 3ème jusqu'à ce qu'on se retrouve sur un semblant de plat. Très pénible, mais bon, avec un 6 cylindres de 2 litres et une boîte ultra longue, c'était quand même prévisible. Donc même si elle fonctionne finalement parfaitement bien, on va déposer cette boîte automatique et bêtement se tromper au montage, parce que, confondre 2 boîtes de vitesse, ça peut arriver. Ah, et comme vous pouvez le voir, faut rester vigilant quand on positionne ce genre de pont pour pas déclarer à son assurance qu'on a réussi à s'encastrer dans le balcon alors qu'on n'était pas au volant d'une voiture qui n'était elle-même pas sur la route. C'est donc parti pour la déposer. Normalement, les images sont suffisamment explicites pour que je vous accorde une trêve vocale. Marrant faire passer ça. Et d'un. Le deuxième devrait être plus facile, je crois. On va enlever le connecteur électrique. Voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à enlever toutes les vis maintenant. Ah, ça ira peut-être plus juste en tournant le moteur. Hein. Et doucement.
Et voilà une 5 HP 18 par terre. Pas la boîte la plus légère qui soit. À part la vis supérieure du démarreur et celle tout en haut de la cloche, il n'y a pas vraiment de difficulté dans la dépose d'une transmission sur E36. C'est bien fait. Bon, comme je me suis rendu compte qu'il manquait une pédale au plancher, je vais devoir corriger cette grossière erreur commise lors de l'assemblage de la voiture en usine. Et pour le faire dans de bonnes conditions, je vais déposer le mètre-cylindre et le servo-frein. Là, on aura toute la place dont on a besoin. Les trous sont déjà percés dans les coques, comme vous le voyez. Il n'y a que l'insonorisant à retoucher, mais même là, c'est prédécoupé. Ils avaient donc entièrement conscience de l'erreur que constituait la BVA dans une 320i. Voilà, là on a une bonne partie des pièces des deux systèmes. On va dire au revoir à la pédale de frein maxi large après avoir remonté l'interrupteur de feu stop sur l'autre assemblage pour bipède. Maintenant je fais donc passer le tuyau d'arrivée prélevé sur le vase du liquide de frein et juste en dessous, l'émetteur d'embrayage sur lequel je vais devoir visser la canalisation qui ira jusqu'au récepteur. Après, il faut évidemment pas oublier d'installer les capuchons d'étanchéité. Et je complète le circuit avec le bout de canalisation qui va jusqu'au récepteur que je vais laisser traîner par ici. Là, c'est le bon moment de pas oublier de déboucher le bocal, parce qu'on pourrait rapidement se mettre à chouiner que ça fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à purger le système, ce qui est normal quand le dit système reçoit pas de liquide parce qu'un mec a emmanché une durite sur un téton condamné. Voilà maintenant la boîte de vitesse qu'on va devoir installer sur la voiture. Bon, vous verrez plus tard que j'en avais déjà une d'avance, mais j'avais oublié. Bref, après un nettoyage sommaire, je remplace le joint speed sortie, et puisqu'on est dans le domaine des fuites, on va pouvoir aussi contrôler que côté moteur, l'étanchéité est bonne. Le seul objet que j'ai trouvé qui avait le bon diamètre. C'est le résultat qui compte. C'est assez troublant ces nouvelles butées. Mais j'imagine que ça évite d'avoir de roulements qui rapidement font du bruit. Allez, côté moteur maintenant, on va faire le contrôle dont j'ai parlé. Pour ça, faut déposer la flex plate du convertisseur qu'on va de toute façon remplacer par un volant moteur et après avoir rajouté une petite pièce derrière qui est du genre crucial pour passer d'une boîte auto à une manuelle. Pas de fuite ici, on va le laisser tranquille. En fait, s'il y a une fuite là, au niveau d'une vis, je vais l'enlever et rajouter du joint derrière. Ça doit être logiquement ce qui pose problème. Je suppose que ça doit être un trou débouchant, c'est pour ça qu'il faut rajouter un peu de joint sur les vis. Et maintenant autour de la petite pièce que j'ai mentionnée plus tôt, le roulement pilote. C'est lui qui guide l'arbre primaire de la boîte et sans ça autant dire que les roulements feraient pas de vieux os. Bon, on a bien avancé sur la préparation du montage, mais il y a quand même un point important qu'on n'a pas abordé. Va falloir la commander cette boîte, et le levier actuellement en place va pas nous servir à grand chose.
Et voilà la commande manuelle qui va la remplacer. Pour bien faire, je vais changer ces pièces d'usure. Ça fait partie du gros lot de composants qu'Autoshop m'a envoyé pour ce projet et pour un autre étroitement lié. J'en profite d'ailleurs pour vous donner de leurs nouvelles. Concrètement, s'agissant d'une petite structure comparée aux plus gros distributeurs de pièces du marché, tenter de s'aligner sur les prix s'est révélé être très ardu. Et le consommateur de pièces auto est quand même surtout sensible à ça. Suffit de voir quelle qualité de pièces certains arrivent à vendre. Il est donc prévu de changer de fusil d'épaule en vous aidant plutôt dans la recherche de pièces rares pour des véhicules anciens ou de petites diffusions. Ça tombe bien, c'est souvent le sujet de la chaîne. Concrètement, vous pourriez leur demander ce dont vous avez besoin et Autoshop se débrouille pour vous trouver ça. J'aurai donc sûrement l'occasion de vous en reparler, mais si vous constatez des changements dans leur interface, c'est en prévision de ça. Bon, maintenant revenons à notre commande de boîte. Je viens d'installer le support arrière de la tringlerie, donc on arrive au bout des adaptations à réaliser. Il nous reste juste quelques détails électriques à régler. J'ai fait passer une gaine avec 2 fils dont on va avoir besoin pour conserver le fonctionnement des feux de recul. Je vais me repiquer sur la prise qui était normalement connectée à la commande de boîte auto. Fil bleu, jaune et vert blanc, facile à trouver. Avant de les connecter, on peut d'ailleurs tester. Branchés ensemble, les feux de recul doivent s'allumer. Une fois que c'est validé, je peux tout souder et passer au second point à régler, le démarrage. Comme la boîte auto nécessite d'être en position parking pour permettre au démarreur de tourner, il faut contourner cette validation en faisant croire à l'ECU qu'on est constamment dans cette position. Donc pour ça, on va juste souder les fils verts et marron ensemble. C'est pas plus compliqué, à part que pour tester, il faudra que tout soit remonté. Après avoir installé la tringlerie de boîte remise à neuf par en dessous, contrairement à ce que j'essaye de faire ici, on a un autre ajustement à faire. Une découpe dans l'habillage située au niveau des pédales. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à préparer la réinstallation. Le flecteur de transmission était quasiment coupé en deux sur la donneuse, donc je vais réinstaller le neuf que j'ai trouvé dedans, la chance. Sauf que la chance m'a rapidement abandonné puisque le flecteur en question est pas le bon. Ça doit être celui pour boîte auto. C'est con. Il y a déjà un moment, j'avais trouvé des pièces pour optimiser encore un peu la sonorité à l'échappement. Je pourrais les monter en attendant. J'avais trouvé ces collecteurs inox à monter pour pas bien cher sur cette voiture, mais j'avais pas fait attention qu'il manquait les descentes de ces collecteurs. Donc si quelqu'un a ça qui traîne ou sait où les trouver sans avoir racheté tous les collecteurs, dites-moi. Bah tant pis, on va continuer en montant le volomoteur que j'ai décapé et qui va pouvoir recevoir le kit d'embrayage neuf. Ah bah tiens, j'ai même des images du kit encore emballé avant son départ de Nice. Avant, j'ai évidemment préparé le centreur universel assemblé avec les bonnes dimensions de douille. Ça change la vie d'avoir ce genre de truc. Et il est enfin temps de monter la boîte. Et oui, il y a la 3200 GT derrière, faut bien la faire rouler de temps en temps. Et on pompe. Bah avec 2 vérins ça va pas mal pour réinstaller une boîte tout seul. Faut juste faire basculer le moteur dans le bon sens, sinon ça risque pas de s'enquiller. Voilà. C'est dedans. Ah oui, et pour le flecteur, bah je me suis rappelé que j'avais une boîte de BM qui traînait. Alors déjà maintenant je sais que ça rentre dans le coffre d'une cappuccino, mais en plus, il y avait le bon flecteur monté dessus et en fait c'est exactement la même boîte que celle que je viens de monter dans la voiture. J'en ai une donc d'avance qui servira très probablement jamais. Après ça, j'ai connecté la tringlerie de boîte à la transmission. Connecté à l'interrupteur le faisceau de feu de recul que j'ai rajouté. J'ai installé des cylindres blocs de boîte neufs.
Et enfin pu remonter l'arbre de transmission de la bonne longueur. Après, je me suis rendu compte que le support de boîte de l'ancienne transmission était incompatible, donc il a fallu chercher dans le tas de pièces. Là, on peut vérifier que les rapports passent bien et qu'on a remonté le levier dans le bon sens. En termes de remontage, il n'y a plus qu'à remettre un peu d'ordre à l'intérieur avec une console en bon état et toutes les autres pièces qui avaient été volées. Comme elle a gardé le bon cours de la boîte auto en 3,91, elle a amplement mérité son pommeau M, juste parce que je l'ai trouvé dans la 316 Ti que j'avais acheté comme donneuse pour le kit M de la 325. Ça va bientôt être le moment de tester, après avoir purgé le circuit d'embrayage. On sait maintenant qu'on transmet du mouvement aux roues, que la sécurité de la boîte auto a bien été contournée et qu'un M50 sans échappement, ça fait un bruit ignoble. Ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Bon, cette année de production nous épargne la présence du catalyseur, donc même toute d'origine, la sonorité est agréablement suggestive, je trouve. Pas de raison de révolutionner la ligne d'échappement. Bon, avant d'aller tester sur route, faut pas oublier un truc qui peut avoir son importance. Les freins. Là, un peu bouché, là, très bouché. Mais après avoir bien forcé sur la pédale, ça a fini par sortir correctement. Donc la purge des freins, c'est bon. Évidemment, maintenant elle tourne comme une merde. J'ai dû déboîter une durée de quelque part. Ouais, c'est effectivement le raccord au niveau de la vanne de ralenti du dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? Chaud, hein? Non, on verra rien. Bref, là-dessous il y a un raccord, il était déboîté, c'est tout. Voilà, nettement mieux. L'embrayage n'est pas parfaitement purgé, j'ai l'impression. Officiellement officieusement non, je sais pas. Bah bref, elle est en boîte manuelle. Et ça fonctionne bien, boîte très agréable. L'embrayage a fini par se purger plus ou moins tout seul. Et puis bah voilà. Il va falloir continuer les aménagements. Niveau suspension, ça pourrait être mieux, hein. Je sens quand même que
Les triangles qui ont été montés et les pièces en général des trains roulants sur le train avant particulièrement, c'est un peu de la merde. On va améliorer ça. Je vais rouler un peu comme ça et puis quand j'aurai l'occasion, je le ferai. C'est une petite heure de travail, c'est pas énorme. Hein. D'être vilain avec le M50 B20. C'est un bon moteur, mais je suis assez fier de moi parce que a priori il n'y a rien à retoucher à ce stade. À cette occasion, on a passé les 150 000 km compteur. En réalité, elle en a nettement moins que ça. J'ai regardé sur les historiques des anciens contrôles techniques et moins de 100 000 km lors des derniers CT avant que moi je les passe. C'est vraiment dommage que le compteur ait été volé. D'un point de vue extérieur, j'ai conscience que ça paraît être un sacré bordel là, en termes de 36 particulièrement. Entre celle-là, la précédente, et celle qui va arriver, dont j'ai peu parlé mais que vous avez déjà vu une fois, si vous êtes très fidèle et attentif. Et ça va s'éclaircir dans les semaines à venir. Ça, c'est bien entamé maintenant, c'est passé en boîte manuelle, ça fonctionne bien, mais ça roule pas génial pour l'instant en termes de train roulant. Et puis elle est moche, voilà, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on va améliorer ça lors d'un deuxième épisode, je pense que ça sera le prochain. Et assez rapidement, on va se diriger vers le projet qui va réunir les deux autres 36. Donc celle qui ressemble ou ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle-là, et une autre. Et ça va faire une seule voiture à la fin, avec d'autres pièces que vous avez vues aussi si vous êtes attentif. Bref, tout ça est bordélique, mais à la fin ce sera clair et j'espère fonctionnel. Donc je vous dis à la prochaine avec l'une de celles-ci. Ciao. Un truc aussi, si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous et ajoutez les notifs. Parce qu'en fait, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ça fait 8 mois que tu n'as pas sorti de vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ils sont juste pas au courant. Donc, bref, allez, je vous laisse. À la prochaine.